On dit que le silence est d'or. Mais pour moi, il n'a toujours été que coûteux. Une dette que j'ai payée de mon propre souffle, de ma propre vérité, pendant des années. Je pensais protéger quelque chose, nourrir une fleur fragile. En fait, je ne faisais qu'arroser des mauvaises herbes. Et elles ont poussé, fortes et épineuses, étouffant tout ce qui était bon. Jusqu'au jour où je n'ai plus pu respirer. Cela a commencé subtilement, comme la plupart des poisons. Un léger frisson dans l'air, une ombre qui s'allongeait au crépuscule. Je me souviens de l'appel, de sa voix claire, presque trop claire. « Maman, a-t-il dit, on l'a enfin achetée. La maison de nos rêves. Il faut que tu viennes la voir. » Mon cœur s'est gonflé, une bouffée de confiance insensée. Il était mon fils unique, mon fils. Après toutes ces années, la distance, les conversations à voix basse, le sentiment d'être tenu à distance. C'était comme un rameau d'olivier, un pont reconstruit. J'ai fait un seul sac. Léger, tout comme mes espoirs. Quelques vieilles photos, un châle tricoté main, un journal intime rempli de souvenirs que j'avais gardés sous clé. Le vol fut long, de ceux qui laissent les pensées vagabonder et se poser, comme des grains de poussière au soleil. Je l'imaginais, mon garçon, grand et beau, sa femme, Véronique, avec son sourire parfait. J'imaginais une étreinte chaleureuse, des rires résonnants dans les nouvelles pièces. Des retrouvailles. Une famille. À mon arrivée, la maison était un rêve. Une palissade blanche, des rosiers en fleurs, un grand chêne ombrageant le jardin. On aurait dit la carte postale d'une vie parfaite. Une vie que je pensais avoir contribué à construire, pièce par pièce. Il m'accueillit à la porte, une accolade rapide, presque superficielle. « Maman, » dit-il en se reculant trop tôt, son regard se portant vers la porte ouverte, vers Véronique, qui se tenait là, parfaitement posée, une poupée de porcelaine animée. Et puis le murmure. Celui qui résonne encore dans les profondeurs de mon cœur. Ne le dis pas aux voisins. Les mots flottaient dans l'air, lourds et tranchants, comme des éclats de verre. Ne le dis pas aux voisins. De quoi? De moi? De sa propre mère? Ma gorge se serra. Une douleur familière me parcourut, une vieille blessure se renouvela. Je plaquai un sourire, un masque de patience. Bien sûr, ma chérie, murmurai-je d'une voix un peu trop aiguë, un peu trop vive. Véronique s'avança, le sourire figé comme toujours. Ah, tu dois être. Élise, dit-elle d'un ton poli, distant, comme si elle saluait un livreur. C'est si gentil de te joindre à nous. On a une petite réunion ce soir. Une réunion. Pas un dîner de famille. Pas un retour à la maison. Une réunion où j'étais simplement Élise. On me fit entrer dans une maison qui vibrait d'un silence étrange et discret. C'était magnifique, indéniablement. Parquets étincelants, meubles design, œuvres d'art au mur qui semblaient tout droit sortis d'une galerie. Chaque coussin était gonflant, chaque surface polie. On se sentait moins chez soi que sur le plateau d'un spectacle. Je les regardais, mon fils et sa femme, se déplacer à travers les pièces, glissant sans effort. Lui, charmant et attentionné envers ses invités, elle, élégante et éthérée. Ils formaient une unité homogène, une façade soignée. Et j'étais une anomalie, une note de bas de page oubliée. Voici Élise, me présentait vaguement mon fils aux invités qui passaient. Une amie de la famille qui vient de l'extérieur. Ces mots étaient une piqûre, chacun une minuscule aiguille qui me piquait la peau. Une amie de la famille. Pas sa mère. Pas la femme qui l'avait nourri, qui s'était sacrifiée pour lui, qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait. Je me suis retrouvé à dériver en marge des conversations, observateur de l'histoire de ma propre vie. La maison, si grandiose et imposante, semblait absorber ma présence. Je traversai le salon, passant devant une cheminée ornée de photographies. Des cadres débordant de visages heureux. Mon fils, Véronique, leur fille, ma petite fille, Chloé, riant, souriant, s'embrassant. Un tableau parfait. Mais il n'y avait pas de moi. Pas une seule image. C'était comme si j'avais été effacé, méticuleusement édité hors de leur récit soigneusement construit. L'odeur de l'agneau rôti emplissait l'air, riche et savoureuse, mais elle ne provoquait aucune chaleur en moi. Juste une douleur sourde.
Cette maison, cette belle maison froide, était construite sur un mensonge. Et je me tenais au cœur même de celui-ci. Plus tard, lorsque les invités se furent amenuisés et que le brouhaha des conversations polies s'était estompé, mon fils s'assit à la grande table à manger, son ordinateur portable ouvert. « On est tellement occupé, maman, dit-il sans lever les yeux. Les choses décollent vraiment avec ma nouvelle entreprise. » Et puis, le déclic s'est produit. Les murmures, les présentations voilées, les photos manquantes. Ce n'était pas qu'une question d'apparence. Il s'agissait d'un récit qu'ils tissaient, une tapisserie de leur propre création, où les fils de ma contribution n'existaient tout simplement pas. Et moi, dans mon amour aveugle, je leur avais donné le métier à tisser. La nuit fut longue. On m'attribua une petite chambre d'amis, parfaitement aménagée, mais stérile. Le lit était confortable, mais le sommeil me fuyait. Mon esprit s'emballait, repassant les conversations, cherchant le moment où le courant avait commencé, le subtil glissement qui avait conduit à ce déferlement irrésistible. Je repensais aux années, aux appels incessants où j'écoutais ses rêves, ses difficultés. Les fois où il appelait, affolé, disant qu'il avait besoin d'un acompte pour un bien, un vrai bien, quelque chose qui l'ancrerait, lui donnerait la stabilité dont il avait tant besoin. Et moi, bêtement, je piochais dans mes économies, l'argent que j'avais mis de côté pour ma retraite, fruit d'une vie de travail tranquille. « C'est un investissement pour ton avenir, maman, disait-il. Je te rembourserai, avec intérêt. » Ces mots me semblaient maintenant une plaisanterie cruelle. Je me souvenais de la banque, des documents officiels, du jargon juridique qui se fondait dans une danse verbale vertigineuse. Je me souvenais d'avoir signé, d'avoir fait aveuglément confiance. La maison, cette maison même, était en copropriété. Mon nom, gravé sur l'acte, à côté du sien. Un secret qu'ils avaient choisi d'ignorer, d'effacer, comme ils m'avaient effacé de leur cheminée. Le silence de la maison m'envahissait. Ce n'était pas un silence paisible, mais un silence pesant, étouffant. Un silence qui parlait de secrets, de vérités non avouées. Je suis sorti du lit et j'ai erré. La maison était sombre, le clair de lune dessinait des rayures argentées sur le sol ciré. Je me suis retrouvé dans le salon, attiré par la cheminée. J'ai pris une des photos encadrées. C'était Chloé, ma petite fille, à sa première communion, un petit ange tout blanc. Elle avait mon regard, ai-je pensé, une lueur vive dans ma poitrine. Une connexion plus profonde que les surfaces polies et les mensonges murmurés. J'ai remis la photo, mes doigts traçant le contour de l'espace vide où ma propre image aurait dû se trouver. C'est alors que je l'ai vue, presque cachée derrière un grand vase. Une pile de courrier. Et au-dessus, une enveloppe d'apparence officielle. Mon nom y était inscrit. Mon ancienne adresse. Et en dessous, un avis d'impôt foncier. Adressé à nous deux. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Les chiffres défilaient devant mes yeux, confirmant ce que je savais déjà. L'acompte, les impôts annuels, les cotisations que j'avais versées en silence, persuadé de contribuer à l'avenir de notre famille, et pas seulement au leur. Tout était là, noir sur blanc, une preuve irréfutable. Une vague de froid et de puissance m'envahit. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était une étrange clarté, comme le brouillard se levant d'un paysage longtemps obscurci. J'avais été complice de mon propre effacement, de mon propre silence. Mais plus maintenant. Le chemin de la victime à la survivante, dit-on, commence par un seul pas. Pour moi, c'était le froissement du papier, le murmure discret d'une vérité indéniable. Les jours suivants furent un flou de politesse. J'observais mon fils, mon fils, naviguer dans son monde soigneusement construit. Il parlait de ses succès, de ses entreprises, de son avenir. Il n'a jamais évoqué le passé, n'a jamais reconnu les années que j'avais passées à le soutenir, à nourrir ses ambitions. C'était comme si sa vie avait commencé le jour où il est entré dans cette maison, pleinement formé, autodidacte. Véronique, toujours l'hôtesse gracieuse, me tenait à distance. Ses questions étaient superficielles, ses sourires fragiles. Elle parlait de leurs activités sociales, de leurs voyages, de leurs projets. Jamais de nous, jamais de la famille au sens propre du terme. Tout était question de présentation, d'image. Une vie vécue pour le regard des autres.
J'ai remarqué les petits détails. Leur façon de parler de leurs amis, de leur cercle intime, avec une sorte de fierté possessive. Leur façon de rejeter tout ce qui ne correspondait pas à leur récit parfait. Une vieille photo délavée que j'avais apportée, une photo de lui enfant, riant, couvert de boue après avoir joué dans le jardin. J'ai proposé de l'encadrer, mais Véronique l'a repoussé d'un geste dédaigneux. Oh, nous n'avons pas vraiment de place pour ce genre de choses, Élise. Notre esthétique est très minimaliste. Minimaliste. Un mot commode pour effacer. L'air de la maison était chargé de règles tacites, de limites invisibles. Je me sentais comme un fantôme, hantant la périphérie d'une vie dont j'avais été autrefois le centre. Chaque sourire poli, chaque rejet désinvolte me semblait un coup délibéré. Je passais mes après-midi à la bibliothèque, une belle pièce aux étagères allant du sol au plafond. Je ne lisais pas. Je réfléchissais, rassemblant les fragments, les murmures, les omissions. L'histoire qu'ils se racontaient, à eux-mêmes et au monde, était un chef-d'œuvre soigneusement édité. Et j'étais la tâche disgracieuse qu'ils avaient effacée. Je me suis souvenu d'une histoire que ma grand-mère racontait, celle d'une femme qui portait sa douleur comme une lourde pierre dans la poche de son tablier. Elle pensait que si elle la gardait cachée, personne ne la verrait, personne ne serait blessé. Mais la pierre s'alourdissait d'année en année, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se tenir debout. Ce n'est que lorsqu'elle l'a finalement sortie, l'a présentée à la lumière et a prononcé son nom qu'elle a retrouvé la force de marcher. Ma pierre était lourde. Des années de vérité non dite, d'être rejetée, de voir mes contributions minimisées, puis effacées. Je l'avais portée, silencieusement, croyant que c'était un acte d'amour, d'altruisme. Mais ce n'en était pas un. C'était un acte d'automutilation. Plus j'observais, plus cela devenait clair. Leur relation, leur vie entière, était une performance. Une danse minutieuse conçue pour impressionner, pour entretenir l'illusion d'une réussite sans effort. Et la moindre fissure dans cette illusion, la moindre vérité dérangeante, devait être rapidement masquée. J'étais cette fissure. J'étais cette vérité dérangeante. Je pensais à Chloé. Ma petite fille. Elle était une étincelle dans cette maison silencieuse. Elle se faufilait parfois dans ma chambre, les yeux écarquillés de curiosité. Elle me posait des questions sur ma vie, sur des histoires du bon vieux temps. Elle avait soif de vrai, d'inédit. J'ai vu en elle le reflet de la jeune fille que j'étais, avant que le silence ne s'installe. Et j'ai su, avec une certitude farouche, que je ne pouvais pas la laisser hériter de cet héritage d'effacement. Le sentiment de justification a commencé à mijoter, un bourdonnement sourd et persistant sous la surface de mon chagrin silencieux. Ce n'était pas un désir de vengeance, pas vraiment. C'était une soif de vérité, de reconnaissance. Du droit d'exister, pleinement et sans complexe, dans ma propre histoire. Un après-midi, alors que mon fils et Véronique étaient sortis pour l'une de leurs interminables sorties mondaines, j'ai passé un appel. Ma voix était calme, posée, ne trahissant rien du tremblement de mes mains. C'était à un avocat, un cousin éloigné qui avait toujours été bienveillant, qui avait toujours compris les subtilités de la famille. J'ai expliqué, succinctement, sans mélodrame, ce dont j'avais besoin. Des documents. Des preuves. La vérité. Il a écouté patiemment. « Élise, a-t-il dit d'une voix douce, es-tu sûre de cela ?»« Je le suis, ai-je répondu, les mots résonnant d'une clarté retrouvée. J'ai gardé le silence trop longtemps. Il promit de tout m'envoyer, en toute sécurité et discrétion. C'était un petit geste, presque imperceptible, mais cela me semblait monumental. J'avais l'impression de tailler la pierre, morceau par morceau, douloureusement. Le lendemain, je me retrouvais de nouveau dans le salon, tandis que mon fils était en conférence téléphonique, la voix puissante et autoritaire. Véronique était sortie faire les boutiques, sans doute pour une déco plus minimaliste. Chloé était à l'école. La maison était silencieuse, à l'exception du son étouffé de sa voix. Je me dirigeai vers la cheminée. Ma main se tendit vers la photo encadrée de Chloé. Je contemplai son visage innocent, ses yeux brillants et curieux. Elle méritait de connaître la vérité. Pas une version truquée, mais l'histoire vraie et brute de sa famille, avec toutes ses complexités et ses imperfections.
Elle méritait de savoir que sa grand-mère, sa mémé, n'était pas une simple amie de la famille. Je traversai la maison, chaque pas posé, chaque souffle une revendication. Je ne la vis pas comme leur maison, mais comme la maison. Une maison construite, en partie, par mes mains, mon sacrifice, ma foi inébranlable. Dans le grand bureau, où mon fils menait ses importantes affaires, j'ai trouvé une simple enveloppe marron sur son bureau. Elle contenait des documents d'apparence officielle. La curiosité, ou peut-être quelque chose de plus fort, une défiance silencieuse, a guidé ma main. Je l'ai ouverte. C'était un avis de réévaluation foncière. Pour cette maison, adressé uniquement à lui. Une autre couche de mensonges, une autre omission soigneusement construite. C'est à ce moment-là qu'une résolution silencieuse et froide s'est installée au plus profond de moi. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de reconquérir une vérité systématiquement niée. Il s'agissait de rétablir la vérité, non pas pour eux, mais pour moi-même. Et pour Chloé. L'air autour de moi semblait différent, plus léger, comme si le poids du silence commençait enfin à se dissiper. Je n'étais plus la victime. C'était moi qui détenais les cartes, celle qui avait l'atout caché. Et c'était une puissance discrète. Le colis est arrivé 2 jours plus tard, discrètement rangé dans une livraison plus grande, conformément à mes instructions. À l'intérieur, les documents officiels. L'acte authentique, précisant clairement ma copropriété. Des relevés bancaires détaillant minutieusement l'acompte, les cotisations mensuelles, les impôts payés. Une vie de sacrifice, mise à nu sur papier officiel. J'ai passé des heures à les éplucher, non pas par besoin de confirmer ce que je savais déjà, mais parce que cela ressemblait à un rituel. Une façon d'absorber pleinement le poids de ce qui avait été accompli et la puissance tranquille de ce que j'allais accomplir. La maison poursuivait sa danse soigneusement orchestrée. Mon fils, inconscient, évoluait au fil de ses journées, son téléphone constamment collé à son oreille, ses conversations rythmées par des chiffres importants et des ambitions encore plus grandes. Véronique, tout aussi inconsciente, s'affairait devant des magazines de décoration, planifiant leurs prochains grands gestes de perfection soignée. Je les observais, détachés, presque comme si j'assistais à une pièce de théâtre. Ils étaient tellement investis dans leur performance, tellement convaincus de leur propre récit, qu'ils ne percevaient pas le tremblement de terre silencieux qui se produisait sous leurs pieds. J'ai commencé à laisser de petits indices, presque imperceptibles. Une seule photo délavée de moi et de mon fils, beaucoup plus jeune, riant, dans un coin de son bureau, appuyé contre une pile de livres. Un léger tremblement, presque imperceptible, dans leur façade parfaite. Véronique l'a remarqué la première. Ses yeux, d'habitude si placides, se sont légèrement rétrécis en la ramassant. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé d'une voix tendue. « Oh, juste un vieux souvenir » ai-je dit d'une voix calme, presque trop calme. Je l'ai trouvé dans mes affaires. Je me suis dit que ce serait sympa à voir. Elle l'a reposé, sans douceur, presque comme si elle lui brûlait les doigts. La photo avait disparu le lendemain matin. Mais la graine avait été semée. L'avocat a rappelé. « Élise, a-t-il dit, les papiers sont presque prêts. Transfert de propriété complet. Cela prendra effet immédiatement après le dépôt. » Mon cœur battait fort. C'était ça. Le vent tournait doucement. « Classez-le, dis-je d'une voix ferme. Dès que possible. » Ce soir-là, mon fils rentra à la maison, gonflé par le succès d'un nouveau contrat. Il était expansif, presque jovial. Il parla d'acheter une nouvelle voiture, d'élargir leur portefeuille. Il parla de « notre » avenir, sans jamais mentionner les fondations mêmes sur lesquelles cet avenir était bâti. J'écoutais, calmement, en sirotant ma tisane. Le silence en moi était différent maintenant. Ce n'était pas le silence de la peur ou de la soumission. C'était le silence de l'anticipation. Le calme avant la tempête. Je repensais à la métaphore du ciel orageux, celle qui représentait le trouble intérieur. Mon ciel intérieur couvait depuis des décennies. Maintenant, les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Non pas un déluge de rage, mais une pluie de vérité constante et purificatrice. Le jour de mon départ était banal en apparence. Mon fils et Véronique étaient sortis. La maison était vide,
hormis le bourdonnement silencieux de ces appareils électroménagers coûteux. Je traversais les pièces pour la dernière fois, n'étant plus un fantôme, mais une femme reprenant possession de son espace. Je me dirigeai vers le bureau. Sur son bureau en acajou poli, je déposai 3 choses. D'abord, l'acte de propriété. Le document original, officiel, stipulant clairement ma copropriété. Il était là, une vérité crue et indéniable, en noir et blanc. C'était la manifestation physique d'années de contributions effacées, désormais mises à nu. À côté, je déposai une photo encadrée. Ni neuve, ni parfaite, mais ancienne. Moi, plus jeune, le visage sans ride d'inquiétude, tenant mon fils bébé, sa petite main enroulée autour de mon doigt. Un moment simple, sans fioriture, d'amour pur et inconditionnel. C'était une métaphore visuelle des fondations qu'ils avaient si négligemment jetées. Un miroir reflétant une vérité qu'ils avaient choisi de ne pas voir. Et enfin, un mot. Mon écriture, ferme et claire, sur une feuille de papier impeccable. Mon fils chéri, on dit que la maison est là où est le cœur. J'ai toujours cru cela. J'ai construit cette maison, brique par brique, silencieusement, avec mon amour, mon sacrifice, ma foi inébranlable en toi. Tu as choisi d'oublier ça. Tu as choisi de m'effacer de l'histoire de cette maison, de l'histoire de ta vie. Tu as choisi le silence plutôt que la vérité. Cette maison, ta maison de rêve, m'appartient légalement. Elle l'a toujours été. Je ne cherche pas à me venger. Je réclame simplement ce qui a toujours été vrai. Pour moi. Et pour Chloé. La propriété m'a été réattribuée. Les avocats s'en sont occupés. Il n'y aura pas de spectacle public. Pas de cris. Juste un fait discret et indéniable. Je fais don de cette maison à Chloé, via une fiducie, pour qu'elle la garde jusqu'à sa majorité. Un héritage de vérité, pas de mensonge. Puisse-t-elle trouver ici un véritable refuge, fondé sur l'honnêteté, pas sur la performance. Avec amour, et enfin, avec la paix, maman. Je l'ai laissé là, une détonation silencieuse au cœur de leur univers bien pensé. Je n'ai pas attendu leur retour. Je ne voulais pas de confrontation. Le pouvoir ne résidait plus dans les cris, mais dans la connaissance. Dans la vérité silencieuse et indéniable. J'ai fermé la porte d'entrée derrière moi, non pas en claquant, mais avec un léger clic. Les roses du jardin fleurissaient encore, vibrantes et rouges. Le soleil brillait toujours. Le monde continuait de tourner. Mais pour moi, tout avait basculé. La lourde pierre dans la poche de mon tablier avait disparu. Je suis rentré chez moi en avion, le voyage me paraissant plus léger, empli non pas d'effroi, mais d'une étrange et paisible sensation de paix. J'ai pensé aux pièces vides, au symbolisme de l'absence, désormais empli de l'écho de la vérité. Les portes, autrefois seuil de ma captivité, s'ouvraient maintenant sur la liberté. J'ai imaginé le moment où ils ont trouvé le mot, l'acte, la photo. Le dénouement de leur récit soigneusement construit. L'ironie, l'inversion, de ce qu'ils pensaient être protecteur étant en réalité leur perte. Ils pensaient que le silence était leur bouclier. C'était leur cage. Mon voyage de la souffrance silencieuse à la révélation puissante n'a pas été bruyant. Ce n'était pas un triomphe spectaculaire avec des feux d'artifice et des applaudissements. C'était une révolution intérieure silencieuse. Une profonde prise de conscience que ma valeur ne dépendait pas de leur reconnaissance, que ma vérité ne dépendait pas de leur acceptation. Je pensais à ma petite fille, Chloé. Ses yeux brillants et curieux. Elle hériterait de cette maison, certes, mais surtout, elle hériterait d'un héritage de vérité. Une grand-mère qui, finalement, refusait d'être effacée. Une femme qui a choisi la dignité plutôt que le silence, même lorsque cela signifiait briser les liens qui l'unissaient. La vie, pour moi, s'est installée dans un nouveau rythme. Un rythme libéré du fardeau constant des non-dits, des sacrifices non reconnus. Je passais mes journées dans mon petit jardin, à m'occuper des rosiers, à sentir la terre sous mes mains. L'odeur de la terre humide, le parfum des pétales en fleurs, me rapprochaient. C'était une douce scène domestique, une beauté tranquille qui représentait la guérison. Parfois, je recevais des lettres de mon avocat, des nouvelles de la fiducie pour Chloé. La maison, autrefois symbole de mon effacement, était désormais un témoignage de ma force inébranlable.
C'était sa maison, son fondement, bâti sur l'honnêteté, non sur le mensonge. J'ai trouvé la paix non pas dans le bruit, mais dans un pouvoir délibéré et silencieux. Le genre de pouvoir qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. La force qui n'a pas besoin d'être reconnue pour exister. Je n'étais plus défini par ce qui m'avait été enlevé, mais par ce que j'avais reconquis. Ma dignité, ma mémoire, ma présence. Et cela, dans l'étendue silencieuse de ma nouvelle vie, était tout. Le ciel devant ma fenêtre, d'un bleu doux comme le soir, portait une étoile unique et brillante. Il n'était pas orageux, ne représentait plus un trouble intérieur. Il était calme, clair. Et dans son éclat silencieux, j'ai vu le reflet de ma propre vérité, enfin, magnifiquement, indéniablement, brillant. Le silence doré, il s'est avéré, n'était jamais doré. C'était juste le bruissement du papier, le bourdonnement discret d'une vérité indéniable. Et il m'a libéré.